Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Marc de nous avoir rejoints. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui un haut exécutif de carrière du secteur médical, Marc Dufresne, qui nous a rejoint au groupe Saint-Amour il y a maintenant un peu moins de 2 ans pour assurer la continuité du département historique du recrutement dans le secteur de la santé pharmaceutique et médicale qui existe depuis 51 ans à Montréal. On a lancé cette initiative de faire un podcast qui permettrait de répondre aux questions les plus souvent posées par nos clients, nos candidats dans ton secteur. Alors, je voulais commencer par te demander de te présenter ton parcours afin que les gens qui nous écoutent puissent comprendre d'où tu viens et en quoi c'est pertinent de t'entendre aujourd'hui. Avec plaisir, merci Nicolas. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des belles expériences professionnelles à travers mes 30 quelques années dans plusieurs industries, biens de consommation, médicale, et j'ai terminé dans l'optique. La plupart du temps pour des grandes entreprises, respectueusement dans leur champ d'activité. Pepsi dans les biens de consommation, Danone, Roche dans le médical, dans le pharmaceutique, et plus dernièrement, EssilorLuxottica, un grand manufacturier dans l'optique. Et ça dans plusieurs rôles, surtout des rôles commerciaux, marketing et vente, et surtout vente à des niveaux terrain, régional, provincial et éventuellement national. Donc, des gros changements qui ont été propulsés par et supportés par des recruteurs. Donc, de passer du bien de consommation au médical et du médical. 30 ans qui me mènent ici. Donc, j'ai voulu, à travers ces 30 années-là, en fait, avec ces 30 années-là plutôt, donc j'ai voulu mettre à contribution mon réseau, mes connaissances, pour les clients, aider les clients à trouver les meilleurs talents, mais aussi les candidats, les aider dans leur recherche de carrière, les supporter pour leur croissance. Et à chaque étape de ces changements-là, j'imagine que dans cette carrière, très belle carrière de 30 ans d'expérience, tu as eu affaire avec des recruteurs et des recruteurs exécutifs à plusieurs reprises. Est-ce que ça t'a mis la puce à l'oreille sur le secteur du recrutement? Tu as rejoint le groupe Saint-Amour il y a un peu moins de 2 ans. Peux-tu nous parler un petit peu de tes... Beaucoup. Donc, comme j'ai mentionné, j'ai été moi-même placé 2 fois par des recruteurs, 2 fois plutôt qu'une en plus par Saint-Amour. Et j'ai fait moi-même, comme employeur, toujours affaire avec des recruteurs. J'ai vu beaucoup de valeur dans ce que les recruteurs pouvaient nous apporter, les clients, les employeurs. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'a le plus surpris en évoluant pendant 30 ans dans ton secteur d'activité, dans les quelques secteurs que tu as pu voir? Oui, ça c'est une bonne question. Je vais commencer par le facteur humain. Le facteur humain, malgré l'évolution des intelligences artificielles et tout le reste, le facteur humain reste encore super important parce qu'on parle souvent des compétences techniques, mais le facteur humain avec tout ce qui est plus soft skills, à savoir la communication, l'adaptabilité, le travail d'équipe, c'est très important. En fait, ça reste aussi important qu'en début de ma carrière. Le facteur humain. Le facteur humain. Alors, est-ce qu'on le sous-estime? Je crois que oui. Et c'est pour ça que je le positionne comme étant très, très important. Et ça me surprend toujours, dans tous les mandats que l'on prend dans notre quotidien, comment les clients recherchent ce fit, cette capacité des candidats à bien s'adapter aux nouveaux environnements que ces clients-là vont leur offrir. Donc, c'est vraiment le fit entre le candidat qui va rejoindre l'entreprise et puis la personne qui va le superviser, son patron, son boss. Oui, alors le fit est devenu un mot très, très populaire en général, pas juste dans le recrutement, mais en général dans le monde du travail, pour les bonnes raisons. Autant les employeurs vont prendre beaucoup de temps à évaluer le candidat sur cet aspect-là, que je crois que le candidat, même si les candidats le font déjà, devrait le faire encore plus. Donc, c'est vraiment, c'est pas dans un sens, c'est vraiment dans les deux sens. Et tout ça pour éviter aussi les surprises. Tu veux pas, comme employé, avoir des surprises à ton entrée, à savoir la culture de l'entreprise ou comment sont les gens un peu alentour. Et c'est pour ça que souvent, les candidats vont dire « les processus de recrutement sont parfois longs, rigoureux, complexes.
Moi, je pense qu'il faut pouvoir et savoir en profiter Ok. de ces processus-là, des deux côtés. Là, on parle de candidats qui sont qualifiés, qui sont en poste, qui vont vraiment réfléchir à 2 fois avant de quitter un emploi qu'ils vont probablement avoir eu pendant des années pour rejoindre un concurrent. Voilà, oui, c'est de ceux-là qu'on parle. Donc, on retient vraiment le côté humain et l'importance du fit. C'est ce qui t'a le plus marqué dans tes 30 ans de carrière. Le côté humain, le facteur humain avec les soft skills a été et demeure très, très important. À mon sens, en tout cas. Ça fait du sens, hein, je suis aligné avec toi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le secteur pharmaceutique? Pourquoi est-ce si compliqué de recruter dans ce secteur spécifiquement? On l'entend sans cesse des clients qui viennent, qui te rejoignent, qui viennent demander conseil te demander conseil à toi et à ton équipe. Qu'est-ce qui rend le secteur pharmaceutique et médical si complexe? Alors, les employeurs sont exigeants. J'oserais dire de plus en plus exigeants. Sur les compétences techniques et scientifiques, certainement. Donc, à savoir les connaissances de l'industrie, du champ thérapeutique, les connaissances des produits, des services, du réseau aussi de la santé. Donc, Ok. c'est important. Donc, alors, c'est ce que j'appelle les compétences un petit peu plus techniques et scientifiques. Mais les aptitudes humaines, on vient un petit peu au facteur humain, aussi sont super recherchées. Et c'est ce qui fait que le processus peut être complexe. Donc, comment on va chercher les individus qui répondent à ce que les employeurs recherchent en termes d'aptitudes humaines et relationnelles. Parce qu'on va demander souvent à ces employés-là d'avoir des relations avec l'externe. Ouais. L'externe client au sens large, mais dans mon cas, c'est souvent des professionnels de la santé ou du monde du système de santé publique. Mais ça veut sous-entendre aussi des relations avec l'interne. Parce que pour bien interagir avec l'externe, l'interaction avec l'interne est super importante. Donc, Des capacités de communication. absolument. Et dans les deux sens, à l'interne sûr. et à l'externe. Et les employeurs le mesurent de plus en plus. OK. Chacun a leur propre façon, ont leur propre façon de le faire, mais ils mesurent. Et là, on ne parle pas uniquement de rôle de vente, de développement des affaires, de représentant. On parle également d'une capacité à être intégré efficacement dans une équipe de gestion ou à gérer une équipe. C'est vraiment une communication et à l'externe et à l'interne, comme tu l'as souligné. Dans tous les rôles, Nicolas, je pense que c'est important. Puis, ce que je voulais absolument ajouter aussi, c'est que même si les rôles ne sont pas nécessairement aussi commerciaux, donc vente ou marketing, mais plus scientifiques, les employeurs recherchent cette vision business, cette vision affaires-là. Et je pense que le meilleur exemple, c'est de dire que, exemple, le système public est un client pour plusieurs compagnies dans le pharmaceutique ou dans le médical. Ça fait du sens. Donc, les scientifiques dans ces compagnies-là, médicales, pharmaceutiques, vont interagir avec le système public à plusieurs niveaux. Donc, une intelligence d'affaires, c'est important aussi. C'est important. Et ça, même dans des rôles qui sont moins commerciaux. Et qu'est-ce que tu dirais à tes clients qui vont nous écouter sur le LinkedIn, sur les réseaux sociaux, le site web, concernant l'attractivité de marque, pour faciliter la capacité d'attirer des talents de qualité? Est-ce qu'il y a des choses que tu entends de façon récurrente de tes clients, des candidats? Avec ton équipe, vous échangez avec des milliers de candidats dans l'année. Je crois que juste hier, tu as échangé avec 27 candidats potentiels. À deux, nous avons échangé deux. avec 27 Journée occupée. candidates. Okay. C'est une bonne question. Je pense que la culture, elle est très importante à bien définir, à bien exposer aux futurs candidats. On vit dans un monde où les choses se passent très rapidement maintenant. Alors, je ne veux pas qualifier ou catégoriser les cultures que l'on voit le plus souvent. J'oserais m'avancer sur deux. La culture de performance, qui est de plus en plus populaire. Donc, les entreprises, voilà, qui sont très orientées résultats. Mais la culture de collaboration aussi. Donc, on en voit beaucoup d'entreprises qui tiennent absolument à ce que leurs employés entrent et collaborent, peu importe leur type de travail, qu'il soit en télétravail ou en présentiel ou en mode hybride. La collaboration est super importante. Donc, comme client, comme employeur ou futur employeur, de bien exposer ce que la culture de l'entreprise est pour encore une fois éviter les surprises. OK.
D'accord. Et est-ce que tu recommanderais l'une, l'autre? Comment tu fais cette balance entre ces deux types de cultures pour attirer un maximum de candidats, mais aussi pour simplement refléter l'état du marché actuel? J'imagine que les candidats cherchent une culture qui est différente de celle qu'ils cherchaient il y a peut-être 20 ans, C'est 15 ans. propre à chaque candidat. OK. La culture de performance pour les gens très axés performance, résultat, devrait et va être très attirante, alors qu'une culture de collaboration dans des rôles un peu moins commerciaux ou de vente est très recherchée aussi. Et évidemment, il y a plein de sous-catégories de types de culture, mais pour répondre à ta question initiale qui est super importante, comme conseil à donner à des clients qui sont en recherche, Oui. dans un monde compétitif où, et c'est le cas dans le pharma, dans le médical, dans l'optique, dans le dentaire, dans la santé au sens très large, les talents, ils sont quand même assez limités. Les talents recherchés sont limités. Donc, qu'est-ce qui te différencie comme employeur pour ces candidates-là? On parle de la pénurie de main-d'œuvre qui, au Québec, est persistante. Elle est persistante, mais en plus, et j'oserais dire, Main-d'œuvre en tout cas qualifiée. dans notre secteur, et c'est probablement le cas aussi dans d'autres secteurs d'activité, les bons talents, bien et confortables dans les entreprises pour lesquelles ils travaillent, sont peu visibles et sont peu actifs. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec les recruteurs. Donc, c'est assez difficile, en tout cas plus difficile de les trouver, ces ressources. On sait qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, les derniers mois dans le secteur, notamment avec la Covid qui a changé drastiquement la façon dont le secteur du recrutement fonctionne, puis dans la façon dont les entreprises recrutent et intègrent des gens également. Qu'est-ce que tu recommanderais aux candidats? Quels sont les éléments en termes de talent, de compétences que tu voudrais souligner pour être employable aujourd'hui? Alors, pour moi, la curiosité reste une compétence principale qui devrait être travaillée par plusieurs candidats. Ceux à la recherche d'emploi, ceux qui sont déjà à l'emploi. Donc, c'est une chose de savoir comment faire les choses, c'en est une autre de comprendre pourquoi les faire. Et cette curiosité-là, voilà. Et là, on revient au côté humain que tu as souligné au début de la conversation. Curiosité, comment ça se reflète dans le secteur du travail? Comment tu peux jauger si ça va avoir un impact positif ou pas et si le candidat en fait preuve? La curiosité, c'est de créer des occasions, que ça soit de collaborer, on a parlé de collaboration tantôt avec tes équipes, et encore une fois, la curiosité, parce qu'en mode hybride ou en mode de travail à la maison, c'est plus difficile de... Peu importe ce qu'on dit, je pense que la collaboration, quand tu travailles de chez toi seul, elle n'est pas aussi naturelle que dans un bureau où les gens, où l'interaction avec les gens est plus facile. De créer des occasions, de faire de la recherche. Beaucoup de restructuration dans le monde pharmaceutique, médical dans les dernières années. Donc, les gens se retrouvent sans emploi. Et ce qu'on se rend compte, ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Donc, les gens sont surpris. Ils sont pris au dépourvu, se sont pas préparés, n'ont pas été curieux ou curieuses pour justement préparer la suite à court, à moyen ou à long terme. Donc, une dépendance très forte à un employeur ou à un emploi spécifique. La prise pour acquis, souvent. Et puis, il n'y a pas une semaine, ou en tout cas, qu'on n'entend pas, ou on n'entend pas justement un candidat ou une candidate dire, écoute, restructuration. Donc, les gens ont été bien récompensés pour leur travail, packagés, mais doivent se retourner puis regarder ce qui se passe ailleurs. Et parce qu'ils n'ont pas préparé leur fameux plan B, donc ça risque d'être un petit peu plus difficile. Pas impossible, ça c'est sûr, mais un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Donc, du développement continu. Sans cesse. De rester continuellement curieux. Employable. Oui, à tout ce qui se passe alentour de toi, dans le marché, dans les autres industries aussi, surtout si tu veux changer de catégorie ou d'industrie ou de champ thérapeutique. Alors, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans notre monde, des gens qui sont dans un certain champ thérapeutique, en oncologie, mais qui veulent sauter en cardiologie. Donc, c'est pas naturel. Très spécialisé. Voilà. Et si tu devais souligner les compétences les plus rares chez les talents aujourd'hui ou les plus recherchées par nos clients,
Qu'est-ce que tu mettrais de l'avant? Les plus rares, c'est définitivement, je l'ai mentionné tantôt, la curiosité, ça c'est sûr, j'y reviens, c'est important. Oui. J'ai parlé de la collaboration Oui. tantôt aussi. Je le sais, je me répète, mais c'est important. C'est une chose de le dire, qu'on aime travailler en équipe et qu'on collabore, peu importe le mandat. Dans les faits, c'est pas naturel. Donc, je pense que la collaboration est une compétence importante et sous-estimée par plusieurs. Mais je t'entends beaucoup répéter les facteurs humains, les savoir-être, au-delà des compétences techniques. Est-ce que dans ton expérience, c'est là que se fait la différence entre deux candidats, entre deux CV? On sait que le recrutement dans ces catégories de postes hautement compétitifs, hautement qualifiés, dans un secteur mature au Québec, ne va pas se jouer uniquement sur le CV. Donc, compétences humaines. Encore là, le fit, la personnalité, les soft skills, absolument. C'est c'est difficile à évaluer. Mm-hmm. Chaque compagnie a sa façon de le faire, mais chaque compagnie le fait. Et je le répète, pour éviter les surprises. Alors, un individu commence dans un nouveau poste, dans une nouvelle organisation, on veut éviter les surprises. Donc, est-ce que les responsabilités sont celles qui ont été discutées au préalable et surtout, comment l'individu s'adapte? Alors ça, c'est vraiment important. L'adaptabilité en est une compétence super importante. Rester flexible dans le marché actuel. Voilà. On l'a entendu avec nos autres flexible, invités. Oui. Ouvert d'esprit, ouvert au changement, parce que tout peut arriver, et tout peut arriver très rapidement. Puis j'ai aimé poser cette question dans nos derniers 2 podcasts, qui était de comprendre l'impact de l'intelligence artificielle ou ce que tu entrevois dans le secteur. Est-ce qu'il y a des préoccupations qui te sont partagées de tes clients, de tes candidats? Personne n'a la réponse, mais quel est ton ressenti? Moins dans le pharmaceutique et le médical. Le facteur humain demeure encore très, très important, à peu près à tous les niveaux. Est-ce qu'un scientifique peut être remplacé par l'intelligence artificielle? Certainement sur certains aspects. Le côté technique, à nouveau. Oui. Toutes les équipes qui font partie d'une organisation interagissent et cette interaction-là ne nécessite pas, ou en tout cas pas très souvent, l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle pour la rédaction de rapports, de recherche, absolument. Pour les présentations, comme dans tous les secteurs, absolument. On le voit moins en médical et pharmaceutique, l'impact, je dirais, négatif sur la ressource humaine de l'intelligence artificielle. Ça reste un outil. C'est ça que tu vois. C'est un outil. Absolument. Ça, c'est accélérateur. C'est un outil Ça augmente la productivité, essentiel pour augmenter la productivité. Donc, tu ne vois pas de remplacement. Un outil qui remplacerait, par exemple, des catégories de postes ou des choses comme ça. Pas à très court terme, en tout cas. Pas dans la majorité des mandats pour lesquels on travaille. Non. C'est rassurant pour, je pense, beaucoup de nos candidats qui nous posent la question. Alors Marc, aujourd'hui, on a à nouveau, on lance cette nouvelle série de podcasts depuis le groupe Saint-Amour. On est ici à nos bureaux, Tour TELUS, au centre-ville de Montréal. Et on va clôturer la conversation. Alors je voulais te demander si tu avais un mot pour la fin, un conseil à donner soit à nos candidats, soit à nos clients, ou des recommandations pour finir la journée là-dessus. Absolument, avec plaisir. Donc, aux candidats, soyez curieux. OK. Jamais se décourager. Donc, ça, c'est très, très important. Surtout pour les candidats ou les candidates qui décident de changer d'industrie ou de catégorie ou de champ thérapeutique. Donc, et soyez curieux. Pour les clients, donc cette perspective-là qui est aussi importante, peut-être d'être un petit peu plus ouvert et flexible dans certaines compétences qui souvent sont techniques. Alors, tout s'apprend. Pas de tous, évidemment. L'expertise peut jouer beaucoup, mais je dirais la flexibilité, l'ouverture d'esprit aussi pour des candidatures qu'on n'avait peut-être pas privilégiées au début d'une recherche. Voilà. Et dernière question, le savoir-être, ça s'apprend également? Le savoir-être, ça s'apprend. Difficile? Absolument. C'est plus difficile, mais ça s'apprend, c'est sûr et certain. Et je pense que si on est prudent sur l'effort que l'on devrait mettre sur la collaboration, ça va rendre cet apprentissage-là un peu plus simple. Donc, de forcer les occasions pour collaborer, de forcer les occasions pour rencontrer et travailler avec ses équipes. Je vais oser dire en présentiel. Parce que le présentiel a encore un impact
Très important. Ouais. Puis on le voit qu'il augmente. Au centre-ville, la moyenne maintenant est rendue à 2-3 jours semaine. C'est ce qu'on voit aussi dans le pharmaceutique, dans le médical, 2-3 jours par semaine. Ouais. OK. Alors Marc, merci beaucoup de ton temps. Avec plaisir. Merci de nous avoir donné plus d'informations sur ce secteur qui est le tien. J'espère qu'on aura répondu à un maximum de questions de nos clients et J'espère candidats. bien en tout cas. Merci Marc, Nicolas. je te raccompagne. Merci à toi.